J'ai pas d'intro. Eh bien salut à tous, c'est Victo, j'espère que vous vous portez bien et dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me porte à cœur, c'est l'informatique musicale. Alors qu'est-ce que c'est pour moi l'informatique musicale? Eh bien c'est assez simple, c'est tout le sujet qui va concerner les différents composants de votre ordinateur et son système d'exploitation et apprendre à optimiser celui-ci afin de pouvoir faire du DJing, de la production musicale ou même des lives dans le meilleur confort et la stabilité possible. Parce que oui, moi j'ai eu la chance de faire partie de la génération qui a commencé à avoir des systèmes d'exploitation assez stables. Let's plug it in. It's going to say, hey, I see you plugged in a new device, and it's going to load in the appropriate drivers. You'll notice that this scanner built. Whoa. Et des ordinateurs personnels moins coûteux pour nous permettre de faire tout ce que je peux faire aujourd'hui, c'est-à-dire créer de la musique et mixer finalement grâce à mon ordinateur. Et ce qui m'étonne beaucoup aujourd'hui, c'est que même en 2023, avec des systèmes d'exploitation vraiment stables et des ordinateurs performants, j'arrive à avoir énormément de personnes qui ont des problèmes lorsqu'ils veulent utiliser les logiciels ou le matériel audio MIDI qu'ils branchent dessus. Et en règle générale, soit c'est un problème d'optimisation de leur machine, soit c'est aussi une petite ignorance de comment fonctionnent les choses. Et du coup, pourquoi je fais cette vidéo pédagogique? Eh bien tout simplement parce que j'en ai un petit peu marre depuis toutes ces années de voir des gens dire « Ah non, mais travailler avec un ordinateur sur scène, c'est hyper dangereux, hein. Et puis le mien, il arrête pas de planter, et puis j'ai toujours des problèmes. Et puis quand je fais les mises à jour, mon ordinateur il fonctionne pas, et je dois tout le temps faire CTRL-Alt. » Donc ce que j'ai envie de faire dans cette vidéo, c'est de la pédagogie autour de l'informatique musicale. Parce que oui, vous ne le savez peut-être pas, mais lorsque vous allez brancher un contrôleur DJ à votre ordinateur ou un périphérique MIDI type un Ableton Push, ces appareils finalement ne sont que des télécommandes. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important d'apprendre à optimiser sa machine. Et du coup c'est bien pour ça que je vous fais cette vidéo. Donc dans une première partie, on va analyser un petit peu quels sont les composants qui constituent un ordinateur et quelles sont l'interaction de ces composants avec votre logiciel. En deuxième partie, on va apprendre à optimiser son ordinateur sous Macintosh afin d'en délivrer le maximum de puissance et d'avoir le plus de stabilité possible lorsque l'on veut faire du DJing, du live ou de la production musicale. Et en troisième et dernière partie, on va faire exactement la même chose qu'avec Macintosh, mais avec l'univers PC, on va apprendre à optimiser sa machine pour qu'elle soit le plus stable possible. Et d'ailleurs, c'est possible que dans cette vidéo, mon cœur soit un petit peu plus penché du côté Apple Mac, et ça, je vous expliquerai pourquoi. Donc si vous êtes un Windows hater ou un Mac hater, écoutez, essayez de discuter dans les commentaires et de donner des très beaux exemples de pourquoi vous n'aimez pas l'un ou vous n'aimez pas l'autre. Moi, ça me fait toujours un petit peu marrer d'avoir des retours d'expérience. Parce que oui, en fait, votre ordinateur, c'est surtout un outil que vous devez maintenir pour qu'il se porte bien. Donc voilà, l'introduction est terminée, on rentre dans le vif du sujet et on va commencer par la première partie. Mais qu'est-ce que c'est-il quoi donc un ordinateur? Je sais pas sur quoi t'as appuyé, tout à l'heure tu l'as ouvert. Ok, c'est parti pour l'explication. J'espère que vous avez pris un petit café. Détendez-vous et on va apprendre ensemble ce qu'est un ordinateur. Et de quoi va être composé un ordinateur? Donc en tout premier lieu, un ordinateur va avoir un processeur ou microprocesseur. Donc un processeur peut avoir plusieurs caractéristiques maintenant en 2023, on va dire qu'il va avoir plus ou moins de cœurs, ça veut dire que finalement ce sont des zones de calcul. Plus un processeur va avoir de cœurs et plus en théorie il est capable de faire des tâches en simultané. À l'opposé de ça, chaque cœur finalement va aussi avoir une certaine vitesse maximale. Donc cette vitesse de calcul, c'est le nombre d'opérations qu'il pourra faire par seconde, qu'on dit en gigahertz maintenant. Plus un processeur est rapide, plus il va être capable finalement d'effectuer des calculs par seconde. Donc là vous allez me dire, c'est quoi le mieux finalement? C'est d'avoir plein de cœurs ou d'avoir un processeur ultra rapide? Alors la vraie réponse serait les deux. Si tu as le budget pour t'offrir un processeur qui a beaucoup de cœurs mais qui est aussi très rapide, là t'es sûr que tu auras moins de problèmes. Par contre il faut comprendre quelque chose, c'est que dans le monde de l'audio, et spécialement si vous faites du live, du DJing et aussi de la prod, le flux audio que vous entendez sera toujours calculé sur un seul
cœurs. Donc ça sert à rien de vous offrir un processeur avec 48, 64 cœurs. Il vaut mieux parfois prendre un processeur avec beaucoup moins de cœurs, genre 6 ou 12, mais qui fonctionne beaucoup plus rapidement. Donc pour ceux qui ne connaissent vraiment pas, finalement si je devais faire une histoire de puissance de calcul, si vous partez sur des processeurs base Intel Core, voilà, si vous prenez un processeur Core i3 avec 4 cœurs et un processeur Core i7 avec 4 cœurs, eh bien ces processeurs, voilà, l'i7 sera plus rapide, il sera capable de faire plus d'opérations par seconde, donc il sera forcément entre guillemets de meilleure qualité. C'est ce qui fait que ça va aussi justifier les prix. Et attention aussi au label qui a écrit sur Core i7, si vous prenez un processeur Intel Core i7 de 2012 et un processeur Intel Core i7 comme avec lequel je suis en train d'enregistrer cette vidéo sur mon PC gaming qui est sorti cette année, je peux vous dire que c'est pas du tout la même puissance. Donc faites bien attention sur les fiches techniques, il y a une histoire de modèle, il y a une histoire de génération. J'ai pas envie de rentrer dans le détail dans cette vidéo, mais par contre si ça vous intéresse que je fasse un jour une vidéo sur ce sujet en allant plus loin, n'hésitez pas, écrivez-le dans les commentaires et peut-être qu'on en parlera. Donc si on devait résumer, le microprocesseur, c'est le cerveau qui va calculer les opérations quand vous faites de l'audio. Plus ce processeur aura de cœur mais surtout de vitesse, et plus il sera efficace pour faire du son. Je le répète, un processeur peut avoir plus ou moins de cœur pour pouvoir faire du multitâche, mais l'audio en temps réel est surtout une tâche qui se fait en règle générale sur un seul cœur, donc il faut surtout que ce cœur ne soit pas perturbé par d'autres applications. Donc deuxième élément qui va surtout être très important lorsque vous allez faire de l'audio avec votre ordinateur, qu'est-ce que c'est ? Je vous le montre tout de suite, c'est la RAM. Donc qu'est-ce que c'est finalement la RAM avec le processeur ? Si je voulais faire une analogie, tout simplement ça veut dire que votre processeur il peut être capable de calculer très vite, mais s'il n'a pas de RAM, il ne saura pas où stocker finalement ses idées. Donc plus votre ordinateur va avoir de RAM et plus le processeur va pouvoir y mettre des tâches à l'intérieur. Donc pourquoi on va mettre toutes ces idées finalement dans une mémoire vive et pas dans une mémoire, on a envie de dire type disque dur, etc. C'est tout simplement parce que c'est une mémoire très rapide. Le processeur va pouvoir y mettre des instructions à l'intérieur et les rappeler au cas de besoin. Donc forcément, plus on a de RAM, mieux c'est. En règle générale, si vous n'avez pas assez de RAM par rapport à la vitesse de votre processeur et à sa capacité de calcul, vous allez créer finalement un espèce de goulot d'étranglement dans votre ordinateur. Donc plus on a de RAM et plus l'ordinateur sera aussi capable de faire des tâches en simultané sans que le processeur ne bloque, donc du coup sans que vous ayez des problèmes d'audio. Donc dans l'application DJ ou prod, à quoi ça peut servir la RAM ? Par exemple, si vous utilisez un logiciel DJ, toutes les chansons que vous allez mettre finalement dans votre lecteur, qu'est-ce qui va se passer ? Votre logiciel DJ, si vous mettez un MP3, il va décompresser ce MP3 dans la RAM pour le mettre généralement au format Wave, qui est un format qui peut être lu sans être finalement décompressé, donc pour gagner du temps, pour avoir du temps réel. Et finalement, dès que vous allez pitcher, changer la vitesse, scratcher, etc., tout ça, ça va se faire dans la RAM. Ça va pas se faire sur le disque dur de l'ordinateur, sinon on va abîmer le disque dur, mais surtout ça serait beaucoup trop lent. Même chose si vous faites de la production musicale, tous les sons que vous allez créer avec les synthétiseurs virtuels ou les manipulations de fichiers audio, finalement tout ça va se faire dans la RAM. Donc c'est pour ça finalement qu'en prod ou en DJing, on peut se retrouver assez facilement avec des soucis de RAM. Il faut avoir un ordinateur qui en possède beaucoup. Aujourd'hui, en 2023, je pense que 16 Go de RAM, ce n'est vraiment pas du luxe. Donc là, nous avons appris que finalement que le couple processeur-RAM est quelque chose de vraiment important. Forcément, si vous voulez faire de l'audio temps réel comme du DJing ou de la prod, il va vous falloir des processeurs rapides et de la RAM, ça paraît évident. Donc troisième élément essentiel dans un ordinateur pour qu'il puisse fonctionner, c'est le stockage. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, il existe plusieurs formes de stockage, chacun a son application et je vais essayer de vous l'expliquer maintenant. Il y a aujourd'hui 3 types de stockage. Vous allez retrouver d'abord les disques durs, donc HDD pour Hard Drive Disk. Donc les HDD, ce sont les bons vieux disques durs, vous savez qu'on entend gratter. Donc ce sont souvent des unités de stockage qui coûtent beaucoup moins cher. Cependant, ce sont des disques qui n'ont pas des taux de transfert ultra rapides, car depuis quelques années, nous avons 2 autres technologies
technologie SSD que vous connaissez sûrement. Donc là c'est Solid State Drive. Donc ça c'est une mémoire flash qui permet des taux de transfert beaucoup plus rapides. Aujourd'hui, quand on achète un PC, on peut avoir un disque dur SSD où le système d'exploitation, donc Windows, sera installé, et à côté un disque HDD où on va y mettre ses données, des données dont on ne va pas avoir besoin d'accéder tout le temps, bien entendu. Et troisième type de disque assez rapide, donc ça a été introduit par Apple il y a plus de 10 ans maintenant, mais c'est devenu commun sur les PC d'aujourd'hui. Donc c'est le stockage M2 NVMe qui est finalement une technologie SSD, sauf que le M2 sera lui mis directement sur la carte mère via des ports PCI Express, si je ne me trompe pas. Donc les ports PCI Express, en fait, ce sont les ports où on met aussi les cartes graphiques, donc ils peuvent vraiment avoir un taux de transfert ultra rapide, alors que finalement la technologie SSD se branchait en SATA, donc comme les disques durs normaux. Donc on a plus de vitesse, mais ça reste limité. Donc, est-ce que ça veut dire que les disques durs mécaniques c'est nul? Bah, j'ai envie de dire non. Par exemple, moi j'utilise encore des disques mécaniques externes pour mettre sur mon Mac, pour y stocker par exemple des très grosses banques de samples, puisque bah, finalement on peut acheter des disques externes à 4 Tera aujourd'hui à des prix très corrects. C'est juste que bah, je vais parcourir les samples que j'ai besoin et je vais les rapatrier sur le disque SSD interne ou NVMe interne de mon ordinateur. Donc finalement, un bon vieux disque HDD ne doit pas devenir un disque de travail, c'est-à-dire un disque avec lequel le logiciel va communiquer tout le temps, puisqu'aujourd'hui bah, les technologies NVMe ou SSD sont quand même beaucoup plus rapides. Donc voilà pour le stockage, j'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur les technologies M2, SSD et HDD, et on va passer finalement à un autre point, puisque bah, pour faire fonctionner tout ça, bah, votre ordinateur il va bien sûr avoir besoin d'une alimentation. Donc si votre PC est un PC fixe, et bah, vous allez avoir une grosse alimentation comme celle-ci. Si c'est un ordinateur portable, l'alimentation sera bah, bien sûr le bloc d'alimentation externe, et l'alimentation peut aussi être la batterie. Ce qui va se passer, c'est que plus votre ordinateur va être puissant en processeur et en RAM, et aussi si vous avez une carte graphique, et plus il va avoir besoin d'alimentation. Et ce qui va se passer aussi, c'est que si vous avez un ordinateur portable et que vous travaillez sur batterie, eh bien il va se passer que Windows ou même Mac, pour économiser de l'énergie lorsque vous faites des applications audio qui elles demandent beaucoup d'énergie, eh bien ils vont ralentir la fréquence du processeur et aussi la vitesse globale de l'ordinateur, tout simplement pour avoir plus de batterie. Car vous le savez peut-être pas, mais ça c'est une norme européenne qui a été mise en place, qui oblige l'ordinateur, du coup, lorsqu'on l'utilise sur batterie, à consommer le moins d'énergie possible, et aussi sur secteur. Mais ça, ne vous inquiétez pas, on regardera tout à l'heure comment faire pour que lorsque notre ordinateur est sur secteur et qu'on utilise une application audio, on puisse profiter du maximum de puissance. Donc là nous avons les composants finalement principaux pour faire fonctionner un ordinateur. Bon, je n'ai pas mis la carte graphique puisque dans l'audio, une carte graphique finalement elle va être là juste pour soulager un petit peu l'interface, mais ce n'est pas la chose la plus importante, même si bien sûr il en faut une pour afficher ce qui se passe à l'écran, mais beaucoup de processeurs à Intel ou AMD qui possèdent une carte graphique interne et qui vous permettent d'afficher de l'image. Donc dernier composant, finalement un des plus importants, c'est la carte mère. Donc tous ces éléments vont être branchés sur cette carte mère. Si je zoome un petit peu, là vous pouvez voir ici sur ma souris, c'est ici que le processeur sera branché. On va y mettre les barrettes de RAM dans ces slots juste là, et vous allez retrouver ensuite le bloc d'alimentation sera externe. Ici vous aurez, ce sont des ports SATA où des disques SSD ou HDD peuvent être branchés, et ici là sur cette barrette juste là, c'est là où sera branché le disque NVMe. Alors, est-ce que la carte mère est importante ? Oui, la carte mère est très très importante, puisque comme vous pouvez le voir, tous les composants seront branchés sur cette carte mère. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que si votre carte mère n'a pas finalement ce qu'on appelle des bus, donc des chemins, pour relier tous ces composants de très bonne qualité ou qui font passer finalement beaucoup de données, si jamais un jour vous achetez un méga processeur avec de la RAM ultra rapide et des super disques, mais que votre carte mère elle est pas terrible, finalement tous ces composants vont se retrouver bridés par la vitesse de la carte mère. Et ça c'est vachement dommage en vrai.
Et d'ailleurs, petit aparté, puisque finalement, si vous prenez votre téléphone portable aujourd'hui, votre téléphone portable, qu'est-ce qu'il a dans sa puce finalement à l'intérieur? En règle générale, sa puce va posséder le processeur, la RAM, le stockage et aussi la puce graphique, et le tout dans cette puce-là directement. Et finalement, c'est le concept des tout nouveaux processeurs Apple Silicon, les Apple M1 et M2 en version pro ou pas pro, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Du coup, le très gros avantage de cette puce, c'est qu'il n'y a pas vraiment besoin d'une carte mère pour les relier ensemble, puisque tout se passe dans cette puce, le graphisme, calcul, la RAM. Donc c'est ce qui permet de consommer beaucoup moins d'énergie, puisque finalement il va y avoir beaucoup moins d'échanges entre des éléments, donc moins de perte de chaleur, etc. Donc on a une efficacité qui est absolument incroyable. Mais par contre, le revers de la médaille, c'est qu'il va être totalement impossible d'upgrader son ordinateur sans le changer, puisque finalement cette puce étant soudée, on peut pas dire je vais me rajouter 16 Go de RAM, puisque la puce elle-même elle fait 16 Go, c'est fichu, c'est bloqué, c'est comme ça. Mais attention, hop, je mets mon côté Apple fanboy, je peux vous dire que par exemple mon Mac actuel M1 Pro, on verra dans l'optimisation tout à l'heure, en fait il est aussi efficace avec 16 Go de RAM que les 32 Go de RAM que mon tout nouveau PC. Donc bref, tout ça pour dire que un PC, l'avantage du système PC aujourd'hui encore, on a encore cette chance en 2023, on peut acheter des composants séparés, donc se dire par exemple je me fais un PC moi-même avec 16 Go de RAM et demain je pourrais racheter 2 autres barrettes pour l'upgrader à 32, donc ça c'est assez cool. Mais je sais aussi que Microsoft travaille sur ses propres processeurs ARM, donc il risque d'y avoir du changement bientôt. Bref, ce petit aparté est fait, on va maintenant dézoomer un petit peu, puisque sur cet ordinateur, quand je vais faire de l'audio, je vais y brancher des trucs. Donc je vais pouvoir y mettre des contrôleurs USB audio et MIDI. Donc ces contrôleurs, ça peut être par exemple un Ableton Push 3 aujourd'hui, qui est finalement un contrôleur MIDI qui intègre une carte son. Là j'ai pris un Machine MK3 au stick, pareil, un contrôleur MIDI qui intègre une carte son, ou un contrôleur DJ, c'est la même chose, c'est un contrôleur USB audio avec du MIDI. Donc finalement, contrôleur MIDI avec une carte son intégrée. Je vais pouvoir y mettre une carte son toute seule, soit en USB audio, soit en Thunderbolt, qui est une autre technologie type USB mais beaucoup plus rapide. Et je vais pouvoir essayer y mettre un contrôleur tout simple, qui est finalement une télécommande en USB. Alors pourquoi je voulais vous parler de ce qu'on va brancher lorsqu'on fait de l'audio? Déjà j'ai envie d'éclaircir plusieurs mystères. Le premier mystère, c'est le nom de contrôleur. J'entends beaucoup de gens autour de moi qui me disent j'ai acheté une platine DJ, quand je la branche, la platine a des problèmes ou le son de la platine a un problème. Donc attention, ceci est un gros warning, mais lorsque vous achetez un contrôleur, vous n'achetez qu'une télécommande. Et si je devais faire une analogie toute simple, regardez, ça c'est une manette de jeu. Ceci est une télécommande à jeu vidéo. Lorsque vous allez acheter un contrôleur DJ ou un contrôleur MIDI, ce contrôleur n'est finalement qu'une télécommande à logiciel. Ce contrôleur, il ne fait rien à l'intérieur de lui. Pour la plupart des modèles, rien ne se passe à l'intérieur. Donc si je devais synthétiser un petit peu, si vous avez un contrôleur DJ ou un contrôleur MIDI type Machine ou Push 3 qui intègre une carte son, qu'est-ce qui va communiquer beaucoup via l'USB? Mon contrôleur envoie des commandes MIDI à mon logiciel qui est dans mon ordinateur, et mon ordinateur renvoie via le port USB le son dans la carte son du contrôleur. C'est aussi simple que ça. Il va aussi renvoyer des signaux MIDI pour allumer et éteindre les LED d'une certaine manière, les vumètres, la couleur des pads, etc. pour que vous puissiez vous repérer. Si je prends juste l'exemple d'une carte son, c'est pareil, là nous avons une carte son, tout le monde connaît les fameuses Scarlett de chez Focusrite, donc là c'est une carte son en USB uniquement. Qu'est-ce qu'elle peut faire cette carte son? Elle peut transformer le signal analogique en numérique via l'USB dans l'ordinateur, et elle va aussi recevoir en retour les informations de l'ordinateur pour les transformer de numérique à analogique pour mettre dans votre casque ou dans les sorties. Donc ça se fera en USB. Donc là si je prends cet exemple d'une carte son Universal Audio que je possède et qui est elle en Thunderbolt sur mon Mac, pourquoi Thunderbolt plutôt qu'USB? Tout simplement parce que le Thunderbolt c'est un petit peu comme l'USB-C, c'est la même fiche, par contre c'est beaucoup plus rapide
rapide et on peut surtout y passer beaucoup plus de données et ça gère aussi des grosses quantités d'énergie. Alors pourquoi? Bah tout simplement parce qu'avec cette carte son, je vais pouvoir envoyer beaucoup de données et aussi il y a une deuxième chose, c'est qu'à l'intérieur de cette carte son, il y a des puces qu'on appelle des DSP, donc qui vont finalement être des petits processeurs dédiés à l'audio et qui vont fonctionner en autonomie. Donc ça va permettre tout simplement à mon ordinateur de demander à cette carte son de faire des tâches audio chez Universal Audio, utiliser des plugins externes type Autotune, des compresseurs, etc. qui vont fonctionner du coup en temps réel puisqu'ils vont être calculés par la carte son et non par l'ordinateur. Donc c'est pour ça que cette carte utilise le Thunderbolt pour pouvoir finalement communiquer de manière très rapide et avec beaucoup de données dans un seul port Thunderbolt. Et troisième catégorie juste ici, vous pouvez voir, ce sont les contrôleurs MIDI. Un contrôleur MIDI pur, et il envoie que du MIDI. Donc on va avoir ça avec un Ableton Push 2, avec un petit Novation comme ça, Launch Control, ou un grand clavier comme ici de chez Arturia. Qu'est-ce qui va communiquer finalement en USB avec votre ordinateur? Eh bien le push, quand vous appuyez sur des boutons, il va envoyer des données à Ableton par exemple, et Ableton va répondre en MIDI dans l'autre sens pour allumer les LED ou tout simplement faire afficher les instructions sur l'écran. Mais c'est bien votre ordinateur qui calcule tout. La même chose ici, vous tournez les boutons, vous bougez les faders, ça va envoyer des données à l'ordinateur et l'ordinateur renvoie des données dans l'autre sens pour allumer les LED. Et même chose pour ce clavier Arturia qui lui sera aussi capable d'envoyer des instructions MIDI qui seront renvoyées à l'ordinateur. Alors pourquoi je suis rentré dans ce petit détail finalement de USB audio et MIDI? Si vous écoutez bien, on entend bien que USB. Donc qui dit USB dit qu'il faut absolument s'assurer que ces ports USB sont bien optimisés, car ça paraît logique, si je branche plein de trucs en USB, il faut que mes ports USB travaillent au maximum de leur capacité. Lorsque je vais optimiser mon ordinateur, il va falloir que je m'assure que mon processeur ne sature pas. Donc pour ça, on va nettoyer les applications qui servent à rien par exemple. Tout ça pour libérer finalement des recalculs processeurs mais aussi de la mémoire vive, donc de la RAM. Ensuite, il faudra s'assurer que les logiciels que vous avez installés, si vous avez plusieurs disques durs sur votre ordinateur, sont plutôt mis sur les SSD que les disques durs durs, finalement. Et en troisième point, il va falloir faire attention à ce que vous allez brancher en USB sur vos ordinateurs, pour être bien sûr que les transferts se fassent le plus rapidement entre vos contrôleurs et vos cartes son. Puisque par exemple, si vous achetez un PC qui n'est pas ultra haut de gamme, par exemple si cet ordinateur portable possède 4 ports USB, il est possible que ces 4 ports USB soient finalement reliés au même hub à l'intérieur. Donc ce qui va se passer, c'est que si vous y mettez un disque dur mécanique externe, ça va avoir une influence sur le débit de tous les autres ports USB. Donc voilà, je voulais pas rentrer dans ce débat, mais si je vais très vite, la différence entre un ordinateur haut de gamme et bas de gamme, par exemple, si je prends un ordinateur portable, vous allez pouvoir vous trouver deux ordinateurs portables qui auront tous les deux un Core i7, qui auront tous les deux la même quantité de RAM, la même quantité de stockage et le même nombre de ports USB, et il y a un ordinateur qui va coûter 2 fois plus cher que l'autre, tout simplement parce que celui qui est beaucoup plus cher, chaque port est géré avec son propre hub à l'intérieur, que la RAM sera beaucoup plus rapide, que le Core i7 aura peut-être plus de cœur et sera plus rapide, et surtout que le stockage ça sera peut-être que du NVMe à l'intérieur, alors que l'autre ordinateur c'est un disque dur classique. Donc lorsque vous envisagez d'acheter un nouvel ordinateur, faites attention aux comparaisons où il y a juste écrit Core i7, 16Go de RAM, 1 Tera de stockage. En vrai, ça veut pas dire grand chose. Je souhaite vous donner un dernier conseil, méfiez-vous. Et maintenant on va passer à l'optimisation d'un Mac, c'est parti. Donc comment est-ce qu'on va optimiser ce fameux Mac tout neuf qui envoie du pâté? La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller désinstaller les applications qui ne servent à rien, tout simplement pour gagner de l'espace de stockage, mais aussi d'éviter que certaines choses se lancent au démarrage. Et d'ailleurs, je vais vous montrer comment on fait pour désinstaller des applications sur Mac. Deuxième chose qu'on va voir ensemble, justement, c'est on va regarder dans les paramètres de Mac. Maintenant, il y a un onglet qui permet de gérer les programmes qui se lancent au démarrage, donc à l'ouverture de l'ordinateur. Tout ça pareil pour gagner de la puissance et de la mémoire.
Troisième chose qu'on va bosser ensemble, on va aller faire un petit tour dans les paramètres d'énergie du Mac pour être sûr que lorsque je vais utiliser mon ordinateur sur secteur, il délivre le maximum de puissance dans le cas où on a un ordinateur portable. Quatrième chose que nous allons checker, on va faire un petit tour sur les paramètres audio des cartes son et on va aussi regarder un petit peu comment le taux d'échantillonnage a de l'incidence sur la puissance que consomme l'ordinateur. Et d'ailleurs, on va profiter de ce petit chapitre pour casser des mythes marketing. Vous allez voir, je vais vous changer votre avis sur pas mal de chiffres. Et enfin, dans le dernier chapitre, je vais vous donner des conseils de comment démarrer votre ordinateur, comment brancher votre matériel avant un set live ou de la prod, et aussi ce qu'il faut faire ou ne pas faire en utilisant des périphériques externes. Allez hop, on y va et on va commencer par désinstaller des applications qui ne servent à rien sur l'ordinateur. Donc pour désinstaller une application sur Mac, en théorie ce n'est pas très compliqué, il suffit d'ouvrir le Finder qui est le répertoire applications, et dans ce répertoire vous allez retrouver toutes les applications que vous avez installées. Donc forcément si vous laissez l'affichage par icône comme ça, c'est plus compliqué de s'y retrouver que l'affichage par liste que moi j'apprécie. Donc en théorie pour désinstaller une application, on prend l'application et on la balance dans la corbeille. Mais en vrai ça fonctionne, mais ce n'est pas non plus la meilleure des solutions. Pourquoi ? Tout simplement parce que lorsque vous installez une application sur macOS et que vous l'utilisez par la suite, il y a beaucoup de programmes qui vont installer à d'autres endroits de votre Mac des fichiers, ce sont des fichiers de préférence ou des fichiers temporaires, et si jamais vous désinstallez juste l'application, il est possible que ces fichiers temporaires restent dans votre répertoire utilisateur au cas où vous réinstallez l'application plus tard afin de récupérer finalement les préférences et l'état dans lequel vous l'aviez utilisé avant. Donc en gros, si vous voulez juste désinstaller temporairement une application, vous la prenez, vous la balancez dans la corbeille, vous effacez la corbeille. Mais si vous voulez vraiment faire un super nettoyage d'une application parce que vous êtes sûr vous n'allez plus vous en servir du tout, moi je vous recommande une petite app gratuite, je mettrai le lien dans la description et elle s'appelle App Cleaner. Donc je vais lancer cette application App Cleaner, je vais parcourir, donc j'ai fait exprès d'installer un logiciel dont je ne me sers plus qui s'appelle Streamlabs OBS. Donc je prends Streamlabs Desktop, je le mets dedans et vous pouvez voir que ici dans application Streamlabs, il a détecté l'application qui fait 1,22 Go, donc ça prend quand même pas mal de place. Et ensuite vous pouvez voir que là App Cleaner a cherché ce qu'on appelle les fichiers de préférence ici, les fichiers de cache, etc. Donc des petits fichiers en plus. Donc certains ne pèsent pas lourd, mais il y a d'autres applications, quand je vais les désinstaller, il se peut qu'il y ait énormément de données dedans. Donc voilà, comme je fais régulièrement le ménage dans mon ordi, je ne sais pas si je dois désinstaller autre chose. Si, tiens, regardez ScreenFlow, ça fait un moment que je ne m'en sers plus. Et là, ce que je vais faire ensuite, vous voyez, je peux gagner 1,43 Go d'espace, ce qui est plutôt cool. Donc là, je vais cliquer sur supprimer. En règle générale, le Mac me demande mon mot de passe. Et en gros, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tout balancé dans la corbeille. Donc là, je fais un clic droit, vider la corbeille, et j'ai tout simplement désinstallé des logiciels qui ne servaient à rien. Donc là, on a fini avec la partie nettoyage sur Mac. Vous voyez que c'est assez facile de désinstaller une application au final. Et on va passer à la partie logiciel au démarrage. Donc j'ai fait exprès de remettre un logiciel qui se lance au démarrage de mon ordinateur. Comment je peux savoir que j'ai des logiciels qui se lancent au démarrage ? En règle générale, la plupart des logiciels mettent une icône tout là-haut. Donc là par exemple, j'ai ma carte son professionnelle Universal Audio, donc elle se met ici, et si je coupais ce logiciel au démarrage, ma carte son ne pourrait pas être pilotée et fonctionner. Donc je suis obligé de laisser ce logiciel se lancer au démarrage. Et en vrai, moi je peux vous jurer que j'ai vu des ordinateurs de certains DJ et producteurs, mais qui sont blindés de plein d'icônes, et je peux vous dire que toutes ces icônes, elles prennent de la place pour rien. Donc du coup, pour l'exemple, j'ai fait exprès de relancer cette application de chez Isotope, qui est le Isotope Product Portal. Donc quand vous achetez des plugins Isotope, vous avez ce logiciel. Regardez, si jamais je m'amuse à le fermer ici en haut à gauche, le logiciel il reste ici. Donc ça veut dire qu'il se lance avec l'ordinateur et qu'il tourne en tâche de fond. Comment puis-je savoir si ce logiciel a un gros impact ou pas sur mon ordinateur ? Vous faites commande espace qui va ouvrir la recherche macOS, vous tapez moniteur d'activité, regardez, il me le suggère pour moi, et on va regarder un petit peu ce qui se passe dans ce moniteur d'activité. Donc là je vais ranger par nom de processus, je vais essayer de retrouver l'Isotope Product Portal. Ah voilà, j'ai reconnu
une icône Product Portal. Et là, regardez bien ce qui se passe. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 applications finalement dans une seule qui sont relatives au Product Portal de Isotope. Regardez, au niveau de la mémoire, donc de la RAM, et ça me bouffe 47 plus 17 plus 28. Là, il y a un processus A300. Donc, on va se retrouver très facilement avec 300, 400 mégaoctets de RAM de prise. Et moi, je rappelle que j'ai 16 Go de RAM, donc ça ne sert à rien que cette mémoire soit prise par ce logiciel. Donc là, on a vu juste avant que quand j'appuie sur le rouge ici, l'application ne se ferme pas, elle reste ici ouverte. Donc comment vais-je faire pour la quitter? Donc déjà, la première chose que je peux vérifier déjà, c'est de faire qu'elle ne se lance plus au démarrage de l'ordinateur, pour pas bouffer de la mémoire pour rien. Donc je vais aller dans les options de mon Product Portal, je vais aller dans les préférences de cette application, c'est souvent là que ça se passe. Et là, vous pouvez voir ici, General, Launch Product Portal at Startup, donc lancer l'application au démarrage. Là, je décoche le lancement au démarrage, ce qui fera déjà que l'application ne se lancera plus au démarrage. L'avantage, c'est que je vais gagner de la mémoire. Le désavantage, c'est que je vais être obligé, moi, manuellement, de temps en temps, de lancer l'application pour mettre mes programmes à jour, mais c'est ce que je fais de toute façon de manière générale. Et ensuite, comment vais-je pouvoir quitter cette application? Eh bien, regardez, quand je vais à gauche ici, en haut, sur le nom de l'application, si j'utilisais le raccourci pomme Q ou commande Q qu'on a l'habitude de faire sur Mac, eh bien ça ferme la fenêtre, mais ça ne l'éteint pas. Mais ça, c'est eux qui ont programmé ça comme ça exprès. Donc par contre, c'est à moi d'aller cliquer ici et de cliquer Quitte Product Portal. Et là, hop, vous voyez, l'application a disparu. Je vais donc gagner 500 MO de RAM. C'est toujours ça de prix. Donc voilà, maintenant, en théorie, vous avez la logique de regarder un petit peu quelles sont les applications qui sont en haut dans votre barre des tâches et de comment faire pour éviter qu'elles se lancent soit au démarrage ou de les éteindre, tout simplement, lorsque vous n'en avez plus besoin. Donc deuxième chose que nous allons vérifier maintenant, deuxième étape, on va regarder un petit peu ce qui se lance au démarrage du Mac et je vais voir si je peux pas aussi faire le ménage là-dedans. Donc pour cela, dans les dernières versions de macOS, c'est assez cool. Vous allez dans les préférences de votre Mac, dans les réglages système, dans la catégorie générale, vous allez pouvoir dans ouverture voir ce qui se lance au démarrage. Et j'ai une application d'Xcloud que moi j'ai décidé de lancer au démarrage parce que de base elle ne faisait pas toute seule. J'ai aussi de la connexion à des disques durs externes que je me sers moi en NAS. Ici juste en dessous, voilà, Mac me le dit très bien, ce sont les applications que je vais laisser faire et se mettre en arrière-plan pour créer des mises à jour. Donc là par exemple j'ai Adobe Creative Cloud, du coup il se lance au démarrage. Est-ce que j'ai envie qu'il le fasse? Oui, parce que j'ai besoin qu'ils mettent souvent mes applications Adobe à jour. L'Isotope Product Portal qu'on avait tout à l'heure, regardez, j'ai beau l'avoir désactivé, il laisse encore des éléments en arrière-plan, donc ça j'ai pas envie. Hop, je clique et je le désactive. Même chose là pour les applis Microsoft. Alors ça, regardez, ça c'est super relou si vous avez le pack Office. À chaque fois que vous le désactivez, quand il y a une mise à jour du pack Office que vous faites manuellement, il le réactive à chaque fois. Je l'enlève, voilà, il me demande mon mot de passe pour être sûr est-ce que je veux bien le faire. Donc ça j'enlève. Donc voilà comment il faut faire pour retirer des applications qui ne servent à rien au démarrage de l'ordinateur. Maintenant voilà, sur Mac vous avez directement ce menu et c'est vraiment très pratique. Donc pour cela sur Mac, c'est pas très compliqué, il suffit d'aller soit directement dans les réglages système ou en règle générale dans votre icône en haut batterie. Voilà, je vais aller dans réglages batterie et dans ma fenêtre de réglage batterie, ici vous voyez, il parle d'un mode d'économie d'énergie. Parce que oui, vous ne le savez peut-être pas, mais l'Union Européenne depuis plusieurs années impose aux ordinateurs portables et aussi aux ordinateurs fixes d'avoir un mode d'économie d'énergie. Et d'ailleurs, moi je trouve ça très bien, j'ai un petit peu une âme écolo quand même malgré que je sois un gros geek et j'essaye de faire très attention à mes consommations d'énergie inutiles. Puisqu'on en parlait tout à l'heure, moi je possède des ordinateurs qui sont relativement puissants, donc ça sert à rien de les faire travailler à fond tout le temps si ils ne font rien quoi, ça consomme tout simplement de l'électricité pour rien. Donc là si on revient sur mon Mac, vous voyez, j'ai ici mis le paramètre seulement sur batterie. Donc si je me souviens bien, le paramètre de base c'était mode d'économie toujours. Donc là qu'est-ce qui va se passer, c'est que l'ordinateur il va se mettre en mode d'économie d'énergie même si je suis branché au secteur. Mais quand on fait du DJing ou de la production
en temps réel de musique, là ça peut avoir un impact sur les performances du logiciel. Donc là je dis à mon Mac, tu te mets uniquement en mode d'économie d'énergie, seulement sur batterie. Et en plus il vous le dit juste en dessous, voilà, votre Mac réduira la consommation d'énergie afin d'augmenter l'autonomie de la batterie et de fonctionner plus silencieusement. Parce que oui, en plus, sur ces Mac là, eh bien il réduit la vitesse du processeur pour qu'il chauffe moins et du coup bah on n'entend jamais la ventilation. Par contre, si jamais vous le laissiez comme ça, même quand il est branché au secteur, si il ralentit la vitesse du processeur, bah votre ordinateur aura moins de puissance tout simplement pour faire de la musique. Vous allez ensuite dans les options de votre Mac. Donc moi j'aime bien laisser celui-là là, obscurcir légèrement l'écran sur batterie. Donc ça, il faut le mettre seulement sur adaptateur secteur et cela peut avoir tendance avec certaines cartes son, si vous désactivez ce paramètre, à tout simplement des fois perturber les ports USB. Donc moi voilà, je le mets quand mon ordinateur est sur adaptateur secteur, il ne déconnecte jamais le trafic réseau mais aussi le trafic USB. Et du coup, ce qui est assez cool, bah, c'est que sur Mac, voilà, c'est tout ce que vous avez à faire pour optimiser l'énergie de votre machine. En gros, moi, ce que je fais, c'est que je le configure pour que il soit en mode économie d'énergie lorsqu'il n'est pas branché et qu'il soit à pleine balle dès que je l'ai mis sur adaptateur secteur. Sur Mac, comment on fait pour vérifier et trouver ces paramètres audio? Vous faites un tour dans les applications, vous descendez en bas des applications et dans le répertoire utilitaire, vous allez retrouver cette application configuration audio et MIDI. Donc la première chose que vous pouvez faire, vous la prenez, vous la glissez dans votre dock et là vous pouvez voir que moi je l'avais forcément déjà mise dans mon dock. Cette application va par défaut ouvrir la fenêtre des périphériques audio, donc en gros bah, de toutes les cartes son qui sont branchées à mon ordinateur. Donc j'ai pas envie de rentrer dans le détail de comment on désinstalle, on installe une carte son virtuelle, mais par contre on va regarder un petit peu l'incidence que peut avoir une carte son sur les performances de l'ordinateur et ça va surtout se passer ici sur Mac sur la fréquence d'échantillonnage. Donc là si je prends l'exemple de ma carte son Universal Audio qui est une carte son d'enregistrement et de lecture professionnelle, si j'ouvre ici, bah vous voyez que ma fréquence d'échantillonnage peut aller de 44 100 Hz, donc c'est-à-dire la qualité CD, 48 000 c'est la qualité TV DVD, et ensuite à des fréquences beaucoup plus hautes qui sont en vrai utiles, et ça je vous le dis maintenant, la front caméra tout de suite, ce n'est utile que pour les studios professionnels et dans le cadre d'enregistrement de vrais instruments, de vraies voix, etc. Mais ça ne sert à rien de travailler en temps réel dans des fréquences plus hautes que 48 000 Hz. Le standard c'est 48 000 aujourd'hui sur la plupart des plateformes de streaming. C'était aussi 44 100 pour le CD. Donc si jamais vous ne faites que des instruments virtuels ou du DJing, ne dépassez surtout pas 48 000, ça ne sert à rien, vous allez juste faire travailler votre ordinateur pour rien et d'ailleurs je vais vous le prouver immédiatement. Donc regardez, ce qu'on va faire c'est que je vais ouvrir mon petit logiciel Just, mon petit logiciel DJ préféré. Donc là vous pouvez voir que j'ai bien sélectionné ma carte son Universal Audio, que je peux utiliser le sampling rate, donc la fréquence d'échantillonnage à 48 000. Et là si je lance cette superbe chanson que vous pouvez entendre en même temps, regardez où se situe la barre de mémoire. Voilà, donc ça sur Just c'est top, c'est ce qu'on appelle un CPU meter mais que pour l'audio, qui va avoir pour rôle de me montrer tout simplement la consommation audio du moteur. Et si jamais ce meter en fait arrive dans le rouge, et ben on va avoir des craquements audio. Donc là on peut voir que de lire ce fichier à 48 000, ça ne mange que voilà, même pas un cinquième du coup de la puissance de l'ordi. Si jamais je joue les paramètres de carte son, regardez, et que je passe à 192. Donc là, si je lis la musique, vous allez voir, bah, mon CPU meter, forcément, il bouge. Et regardez, il monte presque à la moitié des fois. J'exagère un peu, mais au moins au tiers tout le temps, et presque à la moitié. Donc forcément, si je jouais un deuxième morceau en même temps, bah, je vais me risquer à avoir plus de problèmes audio, plus de problèmes de buffer, etc. Donc je m'expose à avoir des problèmes de son, d'interruption audio. Donc là on regarde bien, vous voyez, on est quasiment au tiers de la consommation. Donc en gros là si je compare, on arrive aux 2 points là de l'heure, de l'horloge. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre pause. On va changer la fréquence d'échantillonnage à 48 000. Et là si je relance la lecture, si ma carte son le veut bien, voilà. Et bah regardez, on consomme déjà. Et
Alors pourquoi ça fait ça? Eh bien c'est assez simple. Dans un logiciel DJ, lorsque je vais charger un fichier audio dans la DEC, le logiciel ne va pas lire le fichier audio en continu. Parce que s'il devait le lire en continu et que vous amusiez à scratcher, etc., ça veut dire qu'il passerait son temps à lire votre morceau sur votre disque dur, donc à prendre des données tout le temps par petits bouts. Et du coup, ça provoquerait des problèmes. C'est pour ça en fait que quand vous chargez un morceau dans un logiciel DJ, ça peut mettre un petit peu de temps pour qu'il se charge dans le lecteur, parce que en vrai, il va prendre le MP3 ou l'autre format audio que vous avez mis, il va le décompresser dans la RAM et ensuite il va travailler dans la RAM sur ce fichier. Mais le truc, c'est que si vous mettez un trop gros sampling rate, et du coup, le fichier, il va devenir énorme dans la RAM. Ça veut dire que si vous le mettez en 192, je crois qu'il va peser 4 ou 5 fois plus lourd. Donc, l'ordinateur va avoir besoin de traiter ce fichier de manière 4 ou 5 fois plus lourde pour faire les scratchs, les ralentissements, les pitchs, etc. Et du coup, vous allez faire tout simplement travailler votre ordinateur pour rien. Donc si vous faites du DJing en temps réel, je répète, ou de la prod, ne oversamplez pas vos logiciels et vos cartes son, ça ne sert à rien, ça n'améliorera en aucun cas la qualité du fichier d'origine. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous cette fameuse histoire de fréquence d'échantillonnage. Forcément, lorsque vous allez vouloir acquérir une carte son, vous allez vous dire Ah je vais prendre une carte son en 192 parce qu'ils l'ont écrit en gros sur la boîte et que ça a l'air d'être tellement plus puissant. Mais en fait non, ça n'a aucun intérêt si vous faites du DJing ou de la prod à la maison. Et du coup, deuxième petite astuce que je voulais vous montrer d'ailleurs sur cette application configuration audio et MIDI, vous pouvez voir aussi les périphériques MIDI que vous avez branchés sur votre Mac. Donc à ce moment-là, vous allez en haut dans Fenêtre, vous faites afficher le studio MIDI et là le studio MIDI va s'ouvrir. Vous pouvez voir que moi, je possède une DJ Control Impulse T7, aussi une Impulse 500, que j'ai un Ableton Push 2 et que j'ai aussi un device qui s'appelle State of the Loop. Ils sont grisés pour me dire qu'ils ne sont pas branchés. Il y a aussi mon iPhone que je peux utiliser en Bluetooth MIDI, c'est pour ça qu'il y a cette icône. Et par exemple, j'ai envie de me dire, tiens, mon Impulse 500, je m'en sers plus du tout maintenant, je pourrais tout simplement la sélectionner et je clique dessus, il l'efface pour ne plus la rechercher au démarrage de l'ordinateur. Donc le studio MIDI peut aussi être un petit endroit assez sympa si vous voulez vous dépanner tout simplement et être sûr que quand vous avez branché votre périphérique en USB, il apparaisse bien ici. Car s'il n'apparaît pas là, ça veut dire qu'il n'apparaîtra dans aucun logiciel non plus. J'ai reçu ton ordinateur. Quand je dis faire les mises à jour de son ordinateur, ce sont tous les types de mises à jour. Donc la première, bien mettre à jour son système d'exploitation, parce que par exemple sur Mac, les mises à jour, en plus de vous apporter des nouvelles fonctionnalités, vont aussi avoir des mises à jour mineures de temps en temps qui vont tout simplement corriger des problèmes. Car le très gros avantage de macOS, dans un sens, c'est que c'est un système plutôt fermé, donc il maîtrise le hardware, donc le matériel, et du coup, ils vont souvent proposer des patchs pour être sûr que votre ordinateur fonctionne comme il se doit. Mais du coup aussi, forcément, ce système fermé d'Apple, vous oblige en règle générale à ne pas trop pirater les logiciels que vous allez utiliser si vous voulez les mettre à jour comme il se doit, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, je vais vous montrer comment moi je fais pour m'assurer que mes logiciels et mon matériel vont pouvoir supporter la prochaine mise à jour de macOS. Donc la première chose que je vais faire, c'est que j'ouvre réglage système de mon Mac, je vais aller dans Général. Je vais ensuite dans mise à jour de logiciel et c'est ici que Apple va me proposer des mises à jour s'il y en a. Là, pas de chance, j'ai fait la mise à jour ce matin avant de démarrer le tournage de cette vidéo, donc mon Mac ne me propose pas des mises à jour, il est en train de me dire que c'est bien, bravo, tu es à la dernière mise à jour qui est du coup macOS 14. Mais est-ce que j'aurais fait cette mise à jour n'importe comment? Absolument pas, parce que par exemple, ma carte son Universal Audio, elle a besoin de drivers, elle a besoin de pilotes pour fonctionner, et si ces pilotes ne sont pas programmés par la marque Universal Audio, quand j'installerai ma mise à jour, je me retrouverai bien bloqué. Donc pour m'assurer de pas avoir de problème, hop, je clique sur l'icône ici, je vais ouvrir le petit panel Universal Audio, je sais qu'il faut cliquer ici, et là quand je vais sur Système Info, regardez d'ailleurs, il est en train de me proposer une mise à jour, elle était pas hier, là il est en train de me dire qu'il y a une mise à jour. Maintenant que je suis assuré que ma carte son fonctionne comme j'avais envie en termes de production musicale, je vais
regarder si mon logiciel de DJ préféré Just fonctionne avec macOS 14. Donc à ce moment-là, en règle générale, dans la plupart des logiciels, il suffit d'aller dans la page de téléchargement, de regarder un petit peu les compatibilités. Donc là, il me parle de macOS 13 Ventura. Voilà, je sais que j'avais vu dans les informations générales il n'y a pas longtemps que macOS 14 était pris en charge. macOS 14 Sonoma Beta Compatibility Info. Donc j'avais vu que c'était en vert, donc je pouvais installer et faire tourner macOS 14 sans souci. Donc du coup, après avoir fait ces vérifications, eh bien je me permets tout simplement de mettre à jour mon système d'exploitation. Et bien voilà, je crois que nous avons fait le tour de comment optimiser son ordi sur macOS. Je pense que maintenant vous êtes des cracks et que vous avez tout compris. Et on va passer à la partie qui va faire transpirer un petit peu, c'est-à-dire optimiser son PC sur Windows. Attends, il doit y avoir un système. Je t'aime autant que je te déteste. Pourquoi je dis ça ? Bah tout simplement parce que Windows c'est le premier système d'exploitation avec lequel j'ai vraiment mis le nez dans un ordinateur. Ça veut dire que quand j'étais plutôt jeune, eh ben Windows 95 venait de sortir, ensuite il y a eu 98 et Millennium, et je peux vous jurer que par exemple avec Windows Millennium, il a fallu que j'apprenne vraiment tout seul à réparer et à réinstaller un ordinateur. À cette époque-là, il fallait par exemple installer les pilotes à la main, il n'y avait même pas d'installeur, donc ça demandait un petit peu de rigueur et aussi de comprendre ce que l'on fait. Alors qu'aujourd'hui, depuis Windows 7, Windows 10 et même maintenant Windows 11 sur laquelle je vais vous faire la démonstration de nettoyage, eh bien c'est assez facile, vous branchez un appareil et la plupart du temps Windows est censé aller récupérer les pilotes, ce qui est quand même vachement plus pratique que d'utiliser des disquettes pour installer les pilotes à la main soi-même en modifiant des fichiers. Mais du coup ce qui fait la coolitude de Windows, c'est que c'est un système qui reste un petit peu ouvert quand même, donc on va pouvoir modifier son ordinateur, on va pouvoir l'upgrader éventuellement, mais du coup c'est ce qui fait aussi son plus grand défaut, c'est que comme Microsoft ne peut pas gérer tous les produits qui sortent, eh bien il est possible que un processeur ne fonctionne pas très bien avec une certaine RAM ou une certaine carte mère, etc., etc. Et ça, Windows, il peut pas forcément le prévoir à l'avance. Du coup, ça peut créer des instabilités et surtout pas mal de problèmes au niveau de l'audio. Car oui, s'il y a un autre sujet sur lequel je n'aime pas Windows, eh bien c'est tout simplement son driver audio intégré. Malgré que depuis Windows Vista, donc c'est-à-dire maintenant Windows 7, Windows 10 et Windows 11, Windows a intégré son propre driver audio censé être très performant qui s'appelle le Wasapi, eh bien malheureusement ce driver natif n'est pas suffisant en termes de stabilité et de vitesse lorsqu'on veut faire du DJing ou de la prod. C'est d'ailleurs pour cette raison que lorsque vous allez brancher un contrôleur DJ ou une carte son, la plupart du temps les fabricants vont vous proposer leur propre driver ASIO. Donc pour faire de manière très simple, ASIO versus Wasapi, donc Wasapi c'est censé être le driver de Windows le plus rapide. Le petit souci du Wasapi c'est qu'il continue à passer entre guillemets par le noyau du système, donc en gros quand vous voulez faire parler votre carte son externe en USB à un logiciel, ça va passer par le noyau de Windows, donc ça ne sera pas le chemin entre guillemets le plus direct et vous allez vous retrouver avec de la latence. Alors que si un fabricant vous a délivré ses drivers ASIO, eh bien cela permettra au logiciel de interagir en direct sans passer par la couche noyau Windows avec le matériel. Ce procédé, grâce au driver ASIO, va permettre d'avoir une latence minimum, mais au détriment aussi peut-être de la stabilité, et nous verrons tout à l'heure d'ailleurs comment faire pour bénéficier d'un maximum de stabilité. Allez hop, c'est parti, on commence par nettoyer son ordinateur des applications qui ne servent à rien. Donc pour nettoyer votre PC, eh bien vous pouvez tout simplement ouvrir le menu démarrer comme ici et vous devrez normalement trouver l'onglet paramètres. Surprise, motherfucker! Bon, je crois que je me fais attaquer par un chat sauvage là. Donc une fois que vous avez ouvert vos paramètres, vous pouvez naviguer sur le côté applications juste ici. Et en haut, vous pourrez voir les applications et logiciels que vous avez installés, mais aussi peut-être des applications qui ont été installées à votre insu. Car ça oui, on va en parler tout de suite. Des fois, lorsque vous achetez un ordinateur qui a été préassemblé par une marque, eh bien celui-ci a des partenariats avec d'autres marques de logiciels et il va vous préinstaller par exemple un
un antivirus secondaire, des logiciels en démonstration qui vont se lancer en tâche de fond et que vous n'avez peut-être pas forcément le besoin. Ces logiciels, dans le jargon, on peut aussi appeler ça des bloatware, qui sont des logiciels en partenariat publicitaire et du coup prennent de la mémoire et du CPU pour rien. Donc pour éviter tout ça, eh bien vous ouvrez vos applications installées et là vous commencez à regarder est-ce qu'il y a des logiciels que vous avez installés dont vous n'avez pas besoin. Donc vous allez retrouver soit des applications tierces, par exemple celle-ci c'est moi qui les ai installées moi-même, ou des applications qui sont avec le système d'exploitation. Donc là je vais défiler tout simplement, voilà, je vois que j'ai ce logiciel CPUD, CPUZ de MSI, donc ça c'était avec le package de ma carte mère, j'en ai pas besoin en vrai, bah du coup je vais désinstaller ce logiciel. Voilà, donc en théorie c'est désinstallé. Je sais que je voulais aussi désinstaller Streamlabs puisque c'est un logiciel dont je ne me sers plus et je vais le désinstaller. Donc n'hésitez pas tout simplement à regarder ce que vous avez sur votre ordinateur et à désinstaller les logiciels dont vous ne vous servez pas. Car tout simplement en vous faisant économiser de l'espace, ça vous fera aussi économiser des ressources, car certains de ces logiciels doivent lancer des petites applications, des services, et que cela mange du processeur et de la RAM pour rien. Ce qui nous amène du coup sur le deuxième sujet, c'est-à-dire vérifier ce qui se lance au démarrage de l'ordinateur. Donc là, si on revient sur le bureau de mon PC, on peut voir en bas dans ma barre des tâches que j'ai Steam par exemple qui se lance au démarrage de ma machine. Eh bien regardez, Steam possède plusieurs programmes et sous-programmes qui ne mangent pas actuellement énormément de processeurs, on voit que c'est 0%, mais regardez un petit peu, 5 Mb de RAM, 72, 340, donc j'ai 32 Go de RAM sur cette machine, eh bien il y en a qui sont mangés pour rien. Vous pouvez voir l'importance de ne pas lancer certains logiciels au démarrage et du coup je vais vous montrer un petit truc sympathique pour savoir comment les désactiver s'il le faut. Donc toujours dans le gestionnaire des tâches, vous avez les applications au démarrage, vous cliquez dessus et vous pourrez voir tous les logiciels qui se lancent au démarrage de l'ordinateur et ou qui souhaitent le faire. Par exemple j'ai Discord, l'update de Discord qui se fait au démarrage de l'ordinateur, et bien si je n'ai pas envie qu'il fasse ces updates automatiques, je peux faire clic droit et désactiver. Je vais faire d'ailleurs la même chose tout de suite avec Spotify. Donc n'hésitez pas non plus à faire un tour ici, à désactiver tous les programmes qui ne servent à rien au lancement de votre ordinateur, c'est vraiment important. Donc dans cette partie, nous allons installer ensemble les drivers ASIO et je vais essayer de vous expliquer la différence avec les drivers Wasapi. Je vais brancher directement sur mon PC sans avoir installé les pilotes Hercule et on va voir ce qui va se passer. Donc là, vous avez pu entendre, ma console s'initialise, et si jamais je lance mon logiciel Juice, est-ce que mon contrôleur est reconnu? Et oui, mon contrôleur est reconnu. Il a reconnu tout simplement mon contrôleur. Ça a l'air de fonctionner plutôt pas mal. Pour moi, je sens quand même qu'il y a une petite latence. Si je regardais bien au niveau de la forme d'onde, j'ai pourtant un ordinateur qui est ultra puissant et on voit bien qu'il y a des petites vagues de temps en temps, ce n'est pas ultra fluide. Et ça, c'est dû en fait finalement au driver audio Wasapi. Donc je ne dis pas que c'est très mauvais, pour faire du DJing de base c'est super. On va avoir l'avantage que le Wasapi sera beaucoup moins mangeur de processeur. Vous pouvez voir ici au niveau de ma souris en haut à droite, c'est la barre de consommation audio et ça ne bouge quasiment pas, donc on a quand même une certaine stabilité. Mais si jamais vous êtes un petit peu plus adepte du scratch, que vous avez envie d'avoir des performances supplémentaires, que votre ordinateur de base vous avez des petits soucis de préécoute, ça c'est aussi possible à cause du Wasapi d'ailleurs, et bien dans ce cas-là, moi je vous recommande d'installer les drivers ASIO. Il suffit d'aller sur le site de la marque ou de taper les bons mots dans Google. Donc là je vais ouvrir mon navigateur et je vais tout simplement chercher pilote Hercule DJ. Voilà, et je tombe tout simplement sur le site ici du support Hercule. Donc on va faire un petit tour sur contrôleur DJ. Je vais rechercher Impulse 500, voilà, elle est juste ici. Donc là, je cherche Windows 10, Windows 11, ASIO, driver, PC, c'est ce que je clique juste ici. Et puis je lance là pour lancer l'installation des pilotes.
et il me demande de redémarrer mon ordinateur, ce que je vais faire tout de suite. 12 seconds later. Et regardez un petit peu en bas à droite, qu'est-ce que j'ai de nouveau? Eh bien, j'ai le logiciel qui s'appelle le Control Panel de chez Hercule. Si je clique dessus, eh bien, je vais retrouver cette petite fenêtre. Et du coup, l'option qui m'intéresse le plus, eh bien, c'est cette taille du buffer ASIO. Et là, du coup, vous allez me demander... Bah c'est super ton histoire, mais du coup, comment je sais quel tampon ASIO il faut que j'utilise? Eh bien, ma réponse, c'est oui. Donc c'est pas une bonne réponse, ça veut juste dire en fait il va falloir que ça soit à vous de tester en fonction des performances de votre ordinateur. Donc ce que nous allons faire, c'est que je vais prendre ici mon panneau de mon Impulse 500, je vais cliquer et je vais le régler au maximum, c'est-à-dire à 2048 échantillons, ce qui va mettre 32 millisecondes de latence. Et vous allez voir que finalement, quand on utilise le Scratch, les 32 millisecondes de latence, on peut les voir et les ressentir. Je vérifie dans les paramètres juste ici que c'est bien la carte ASIO. Donc là, je suis bien en 32 millisecondes. Je vais faire play. Vous ne pouvez pas entendre le son, mais regardez ce qui se passe au niveau de la forme d'onde. C'est pas comme en Wasapi tout à l'heure, mais vous pouvez voir qu'elle est quand même un petit peu saccadée. C'est-à-dire qu'elle est régulière, mais saccadée. Et finalement, elle reflète un petit peu ces 32 millisecondes. Donc, par contre, si on regarde bien ici, en haut à droite, ça consomme 0 CPU audio. Là, on est vraiment bien, hein, on est sûr de ne jamais avoir de problème. Moi, je sais par expérience qu'en termes de réponse, eh bien, c'est cool, mais ce n'est pas non plus la chose la plus réactive. On voit bien que la forme d'onde est assez saccadée. Donc, ce qu'on va faire, c'est que j'ouvre les paramètres ici, j'utilise les settings pour ouvrir le panneau, et regardez, je vais aller carrément à l'opposé complet. On va choisir uniquement 64 échantillons, donc 1 milliseconde de buffer. J'appuie sur OK. Et cette fois-ci, vous pouvez le voir à l'écran, les formes d'onde sont extrêmement fluides. Il n'y a pas de saccade, quasiment aucune saccade. Donc ça traduit bien que nous avons utilisé un tout petit driver ASIO. Par contre, regardez ce qui se passe au niveau du CPU metteur juste ici. Eh bien, de temps en temps, il a tendance à grimper. Regardez, quand je fais du scratch, ce genre de choses, sur les retours de scratch, eh bien, le tampon audio rebouge. Et ça, c'est normal, puisque c'est dû tout simplement aux manipulations qui vont se faire dans la RAM, on l'expliquait tout à l'heure. Donc, il faut faire attention, c'est que si jamais vous mettez des effets type des échos ou des reverbs, eh bien, ça va faire grimper le CPU metteur si vous utilisez plusieurs morceaux en même temps. Donc en fonction de la puissance de votre ordinateur, on ne peut pas forcément utiliser le buffer le plus bas. Par contre, effectivement, si je recompare par rapport à tout à l'heure, c'est extrêmement réactif. Vous voyez que là, la forme d'onde suit exactement tous les mouvements que je fais avec ma main. Du coup, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que l'ASIO est un pilote direct entre la carte son et le logiciel, donc c'est ce qui permet de le régler avec ce fameux buffer soi-même et surtout de bénéficier de la meilleure latence. Donc voilà, j'espère que vous avez un petit peu mieux compris ce qu'étaient les drivers ASIO sur Windows. Ce sont finalement des pilotes qui sont donnés par les fabricants des marques et qui vous permettront d'obtenir de meilleures performances en termes de réactivité, mais vous allez devoir vous-même juger quel est le meilleur compromis entre un tout petit tampon mais des risques de plantage ou un grand tampon et un peu moins de réactivité. Hop là, nous allons apprendre à changer de performance et pour ça on change de t-shirt en pleine vidéo. Et non, en fait je suis tout simplement un autre jour parce que je me suis rendu compte pendant le montage que j'avais des problèmes de micro. Du coup je préfère tout simplement retourner de nouveau afin que vous puissiez bien entendre ce que je vous raconte. Donc vous ne le savez peut-être pas, mais lorsque vous utilisez votre ordinateur tout neuf pour la première fois, il ne sera pas dans un mode de performance optimale. Et ça c'est tout simplement dû à des lois, il y a aussi des directives en Europe pour éviter tout simplement que votre ordinateur consomme de l'énergie à fond pour rien. Et en vrai moi je trouve ça très bien puisque si tout le monde faisait attention à son consommation d'énergie, on aurait peut-être un meilleur monde qu'aujourd'hui. Et du coup d'ailleurs si vous voulez agir pour la planète, un truc très bête, veuillez arrêter de mettre votre ordinateur en veille lorsque vous en servez pas, pensez plutôt à l'éteindre. Vu la vitesse des ordinateurs aujourd'hui à redémarrer, vaut mieux l'éteindre même si c'est pour 5 minutes et le redémarrer juste après. Et d'ailleurs en plus de faire économiser de l'énergie, ça évitera aussi des problèmes lorsque vous faites de l'audio car un ordinateur
ordinateur qui se réveille de veille peut souvent avoir des problèmes avec les ports USB, donc si vous avez un contrôleur, une carte son branchée dessus, bah ça vous évitera les soucis. Donc du coup, comment faire pour vérifier si son ordinateur a des bons modes de performance ou pas? Pour cela, il suffit d'ouvrir le panneau de configuration, donc vous ouvrez la recherche Windows, vous tapez panneau de configuration et il s'affiche juste ici. Et ensuite, quand vous allez dans matériel et audio, vous cliquez sur la catégorie, vous allez trouver cette rubrique options d'alimentation. Donc si j'ouvre les options d'alimentation, bah, vous pouvez voir actuellement que moi j'ai déjà réglé mon ordinateur pour avoir des performances optimales, normales, puisque je le mets dans ce mode quand je enregistre une vidéo, ce qui est le cas pour ce tuto. Mais sinon, en temps normal, eh bien je le laisse, voilà, comme il est souvent par défaut, utilisation normale. Mais si nous regardons un petit peu les paramètres du mode utilisation normale, eh bien regardez, si j'ouvre les paramètres d'alimentation avancée, hop, je bouge la fenêtre, et bien on peut voir qu'il y a pas mal d'options possibles. Donc la première, vous pouvez voir que par exemple Windows, si je touche à rien, il risque de mettre mon disque dur en veille. Il va d'ailleurs mettre l'ordinateur en veille et il va aussi également mettre en veille les ports USB. De plus, il va faire des variations de processeur entre minimum et maximum. Ça veut dire que dès que Windows va juger que votre processeur n'a pas besoin d'être à fond, il va tout simplement réduire la puissance en faisant consommer un minimum. Donc ces paramètres normaux sont vraiment très bien hein, lorsque vous n'avez pas besoin de la pleine puissance de votre ordinateur. On va dire que si vous avez un ordinateur portable, il est sur batterie, vous avez envie d'économiser de la batterie et regarder un film tranquillement, bah laissez votre ordinateur en mode utilisation normale. Cependant, si vous voulez faire de la musique et de l'audio de la manière la plus stable possible, il est fortement recommandé de passer votre ordinateur en mode performance optimale. Et en plus, moi je vais vous montrer les paramètres que j'ai mis. Donc là, si je retourne dans mes paramètres avancés d'alimentation, bah vous pouvez voir que je refuse tout simplement que Windows mette à l'arrêt les disques durs lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Donc ça, bah c'est surtout les disques durs mécaniques, bah tout simplement pour éviter que si vous faites de la prod musicale par exemple et que vous lisiez des samples, et bien que du coup le logiciel ne doit pas réactiver les disques durs, car le temps qu'ils se remettent en route, ça risque de ramer. Exactement la même chose si vous faites du DJing et que vous laissez Windows arrêter les disques durs, et bien cela peut poser pas mal de problèmes. Deuxième paramètre extrêmement important, hein, si vous possédez un contrôleur DJ ou une carte son qui se branche en USB, il faut absolument retirer la suspension sélective USB. Donc ça c'est très important. Qu'est-ce que c'est que la suspension sélective? Bah c'est très simple, c'est quand Windows juge que l'ordinateur ne fait pas passer des données à travers un port USB, bah il le coupe hein, tout simplement son alimentation pour économiser de la batterie. Le problème de ça, c'est que par exemple si vous faites du DJing et qu'il y a un flux audio, bah des fois Windows il a tendance à ne pas voir le flux audio, surtout si vous utilisez de l'ASIO, puisque bah vous n'utilisez pas les pilotes de Windows, et du coup bah il peut carrément vous couper le son de temps en temps, et c'est ce qui va créer des petits craquements ou des déconnexions de votre contrôleur ou de votre carte son, et ça bah ça fait vraiment pas plaisir. Dernière chose à vraiment changer, c'est dans la gestion de l'alimentation du processeur. Et bien en état minimal et en état maximal, il faut mettre 100%. Donc du coup ce paramètre de gestion d'alimentation du processeur permet, en le mettant à 100%, d'avoir toujours son processeur qui tourne à fond. Donc pas de variation de vitesse ou d'alimentation du processeur qui fera que vos applications audio seront beaucoup plus stables. Donc du coup voilà, ça ce sont mes paramètres hein, sur mon ordinateur pour être sûr d'avoir moins de soucis lorsque je fais de la musique. Cependant ce n'est pas un mode de consommation d'énergie que je laisse tout le temps, tout simplement parce que si vous laissez toujours votre ordinateur en performance optimale, encore plus si vous avez un ordinateur portable, vous allez vider la batterie beaucoup plus rapidement que prévu, et surtout vous allez faire surchauffer votre ordinateur pour rien si vous ne faites pas de DJing. Donc la meilleure des choses à faire, c'est ce que je fais moi aussi quand je fais de la bureautique, et bien je remets tout simplement mon ordinateur en utilisation normale. Et bien voilà, vous savez maintenant comment mettre votre ordinateur en mode de performance optimale, et je peux vous jurer que si vous ne l'aviez jamais fait avant, vous allez vraiment sentir la différence de puissance sur votre machine. Et maintenant on va passer à un sujet qui peut aussi faire des petites controverses, c'est est-ce qu'il faut faire les mises à jour Windows et les mises à jour de ses logiciels sur son PC. Mais allez, c'est quand même pas possible. Mais clique là. Mais j'arrive même plus à lancer Chrome. Clique. Mais
Alors est-ce qu'il faut faire ces mises à jour sur Windows? Eh bien j'ai envie de dire oui, maintenant en 2023 il est fortement conseillé de faire les mises à jour Windows. Vous m'auriez demandé ça il y a une dizaine d'années, j'aurais dit Non, lorsque vous avez trouvé une configuration qui fonctionne, eh bien n'y touchez plus. mais maintenant les logiciels ont énormément évolué pour faire de la musique et aussi les marques ont quand même tendance à pas trop mal mettre à jour les drivers pour leur carte son ou leur contrôleur. De plus en plus de marques font aussi des contrôleurs qui fonctionnent sans avoir besoin de pilote, donc on n'a pas trop besoin de s'inquiéter lorsqu'on a besoin de faire ces mises à jour. Alors pourquoi j'ai changé de discours depuis toutes ces années? Tout simplement parce que il est important aujourd'hui d'avoir un ordinateur à jour, tout simplement pour éviter des problèmes de failles de sécurité et de se retrouver avec un ordinateur complètement en panne à cause d'un virus ou autre malware si vous traînez sur internet. Parce que oui, la plupart des mises à jour qui vous sont proposées aujourd'hui du côté de Windows sont un peu moins souvent des fonctionnalités mais surtout très souvent des mises à jour de sécurité. Donc pour les personnes qui ne savent éventuellement pas comment faire, je vais vous montrer comment moi je vérifie si mon ordinateur est bien à jour. Donc il suffit d'aller tout simplement dans le menu démarrer de Windows, vous faites un tour dans les paramètres et normalement en haut à droite juste ici vous allez avoir l'icône Windows Update. Update ça veut dire mise à jour en anglais. J'ouvre Windows Update, je clique sur rechercher les mises à jour. Et voilà, et bien là vous pouvez voir que Windows très rapidement a fait la mise à jour de l'antivirus interne de Windows. Un réglage que moi je peux vous conseiller, c'est de désactiver le recevez les dernières mises à jour dès qu'elles sont disponibles. En gros, ça vous évitera tout simplement de faire du bêta test pour Windows. Comme ça vous installerez les mises à jour quand vous êtes vraiment sûr que vous pouvez les faire. Parce que oui, vous ne le savez peut-être pas, mais Windows a tendance maintenant à faire des déploiements de versions un petit peu différents dans le monde entier, donc vous servez un petit peu de bêta-testeur. Donc comment savoir quelle version de Windows vous avez? C'est assez simple, vous allez dans Système juste ici. Ensuite tout en bas vous allez trouver l'onglet Information Système et là juste ici vous pouvez voir c'est écrit Windows 11 Pro pour ma version 22H02. Donc ça justement le 22H02 c'est la version majeure de Windows. Donc du coup qu'est-ce que ça veut dire 22H2? Je ne connais pas toute la signification sur Windows. Par contre en règle générale, ça veut peut-être dire que la prochaine version de Windows, pour moi là on est en 2023, ça sera peut-être 23H quelque chose. Donc ça ce sont des mises à jour majeures. Et bien du coup, comment est-ce que je peux savoir si je peux faire une mise à jour majeure ou pas de mon système d'exploitation? Et bien en général, moi ce que je fais, c'est qu'en fonction de mon matériel, je vais faire un tour sur les sites des constructeurs. Donc là, comme tout à l'heure par exemple, je vais faire un petit tour sur le site de Hercule, support Hercule. Et du coup, je vais tout simplement vérifier si ma Impulse 500, s'il y a des notices ou pas. Là, je peux voir que les pilotes ont été mis à jour très récemment, puisqu'ils ont été mis à jour en 2023, et que ce sont des pilotes pour Windows 10 et Windows 11, ceux que j'ai installés tout à l'heure. Donc normalement, je ne devrais pas avoir de problème pour continuer mes mises à jour sur Windows 11. Donc voilà, comme je le disais, n'hésitez pas à faire attention avant de passer à une mise à jour de Windows. Peut-être que bientôt on sera sur Windows 12 et que ça ne fonctionnera pas. Donc certains vont crier à l'obsolescence programmée, moi j'ai plus envie de dire, des fois c'est tout simplement comme ça, si votre matériel a plus d'une dizaine ou une quinzaine d'années, forcément il est souvent risqué de faire les mises à jour de votre ordinateur. Parce que oui, si en production musicale et en DJing il y a quelque chose de vraiment important, c'est d'être capable de faire confiance en son ordinateur. Et pour cela, par expérience, ça m'arrive de renouveler mes ordinateurs à peu près tous les 4-5 ans. Tout simplement pour être sûr que je vais rester au top au niveau matériel et ne pas me créer de surprises ou de plantage. Car je peux vous dire que ça m'est arrivé une fois dans un très gros concert d'avoir un gros plantage, et on fait pas le malin. Surtout quand le PC refuse de redémarrer tout simplement parce qu'il avait trop chaud. Et du coup, cette expérience de plantage en live fait que maintenant je fais extrêmement attention d'ailleurs, avant de démarrer un DJ set ou un live, à respecter un certain ordre quand je mets mon matériel sur scène. Et du coup, on va parler d'optimisation pour éviter les problèmes avant un live. Alors la première chose que je vais faire, c'est très simple, je vais m'assurer de bien éteindre mon ordi et de le rebooter, c'est-à-dire de le rallumer, comme je l'ai dit avant, la mise en veille est totalement proscrite. Aujourd'hui en 2023, avec les disques NVMe ou SSD, les systèmes d'exploitation démarrent assez rapidement, donc première chose que je fais, c'est que j'éteins et je rallume correctement mon ordinateur. Et bien sûr, si je fais de la scène ou du live, j'emmène un ordinateur portable, donc je m'assure que mon ordinateur est bien branché au secteur, car si forcément il
il fonctionne sur batterie, il aura beaucoup moins d'énergie et il sera beaucoup moins stable. Deuxième chose que je fais ensuite, c'est que je vais brancher ma carte son professionnelle ou mon contrôleur DJ, donc en USB, puis attendre qu'il s'initialise correctement. Après quelques secondes, à ce moment-là, je vais lancer mon logiciel DJ ou mon logiciel de prod type Ableton Live. Et en règle générale, si vous respectez bien ces étapes, eh bien vous avez beaucoup moins de chances d'avoir des problèmes de crash et de plantage. Tout simplement parce que cet ordre de branchement et d'initialisation va bien faire que votre ordinateur donnera la priorité à votre logiciel audio. Et ça, c'est hyper important. Donc ça peut paraître tout bête, mais je peux vous jurer que par expérience, laisser son logiciel DJ avec l'ordinateur en veille et le rallumer avec tout branché, il n'y a rien de pire pour se provoquer des problèmes. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois et du coup maintenant je prends bien le temps de respecter ces petites étapes pour être sûr de pouvoir faire ma prestation en toute confiance. Donc voilà, j'espère que cette énorme vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses, que vous savez maintenant à quoi servent les composants d'un ordinateur, quelles sont un petit peu les incidences de ces composants sur l'audio et vos logiciels audio, que ce soit de la production musicale ou du DJing. J'espère que grâce à moi, vous allez mieux nettoyer votre ordinateur et que celui-ci sera beaucoup plus efficace. Donc si jamais vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre comme d'habitude un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à partager la vidéo. En tout cas pour moi ça a été un travail énorme de recherche et de mise en place pour faire cette vidéo et je souhaite vraiment que grâce à ma pédagogie vous ayez vraiment appris quelque chose. Donc voilà, j'espère que ça vous ira, on se retrouve dans une prochaine vidéo, ciao.